Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre à l'instant. Nous sommes à la découverte, c'est-à-dire la découverte de l'inspection du travail dans la province du Lualaba. Et tout de suite, nous allons recevoir l'inspecteur principal. Avec lui, on va essayer de parler en long, en large sur le travail que fait cette inspection, depuis quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils font exactement sur le terrain, il y a problème des travailleurs, est-ce que l'inspection essaye au moins de trouver solution et qu'est-ce que l'inspection fait pour les travailleurs. Vous le savez que la province du Lualaba a beaucoup d'entreprises minières et il y a aussi beaucoup d'employés, beaucoup plus, qui y ont comme employeurs les expats. Voilà, on va essayer de parler sur tout ce point. Monsieur l'inspecteur, nous sommes chez vous. Bonjour et comment vous allez? Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, merci d'abord de nous avoir reçus chez vous, à votre bureau. Merci, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise. Merci. Alors, c'est quoi d'abord l'inspection de travail? Nous entendons parler de l'inspection du travail, oui, pour la plupart de la population qui nous écoute, qui nous suivent en ce moment, ne savent pas c'est quoi l'inspection du travail. Merci, monsieur le journaliste. Bien entendu, je crois que là, vous voulez parler des rôles de l'inspection du travail. L'inspection du travail a pour rôle de veiller à l'application des textes légaux en matière du travail, ainsi que les mesures réglementaires pour la bonne marche des entreprises. Et donc, le rôle des inspecteurs du travail, c'est de veiller à ce que la législation sociale en matière du travail puisse être appliquée à bon escient dans le monde du travail, donc dans les entreprises. C'est ça le rôle de l'inspecteur du travail. Mais si vous le permettez, on ne sait pas parler des rôles sans pour autant entrer dans la mission de l'inspection du travail. Et c'est quoi la mission? La mission de l'inspecteur du travail gravite autour de tout ce que nous appelons 3C, mais nous ajouterons un quatrième C. Je vais m'expliquer. Le premier C consiste au conseil. Le rôle de l'inspecteur du travail ou la mission, c'est de prodiguer des conseils aux différents acteurs du monde du travail. Entendez par là les employeurs ainsi que les travailleurs. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est le contrôle. L'inspecteur du travail a pour mission de veiller, j'en ai souligné, veiller à l'application des textes légaux. Cela s'est fait par la vérification. Donc, l'inspecteur du travail peut procéder, n'est-ce pas, au contrôle, à vérifier pour voir si tout ce que recommandent les textes ainsi que les mesures réglementaires sont bien appliquées dans les entreprises. Et la troisième mission, c'est la conciliation. La conciliation, c'est lorsqu'il y a un litige individuel du travail, un travailleur qui se trouve être licencié ou qui a des problèmes avec son employeur, il est libre de saisir l'inspection du travail. C'est l'organe attitré qui réglemente, n'est-ce pas, qui concilie les parties. Et dans la conciliation, il y a aussi, ça c'est individuel, il y a aussi la conciliation d'une manière collective. C'est lorsqu'un groupe de travailleurs saisissent l'inspecteur du travail, il peut procéder également aux échanges et arriver à faire prodiguer des conseils éventuellement. Et si les parties n'arrivent pas à se concilier, on établit un procès verbal de non-conciliation. Pour le cas de conflits collectifs, on envoie aux autorités compétentes qui
doivent mettre en place une commission de médiation pour arriver à tabler sur les revendications des travailleurs. Donc, ça, c'est les 3 C. Le 4e C, j'en ai parlé, j'ai dit on va ajouter un 4e C, c'est les constats. L'inspecteur du travail, en tant qu'officier de police judiciaire et en tant qu'inspecteur, lorsqu'il fait la descente pour la vérification, pour le contrôle, ou une visite d'inspection, cela peut être sanctionné soit par un constat d'infraction, soit par une mise en demeure, soit encore par un conseil verbal ou écrit. C'est le 4e C. Donc le constat. C'est ce à quoi se résume la mission. Et dans la province du Lualaba, l'inspection existe depuis quelle année? Ah, mais oui, l'inspection par rapport, s'il faut remonter à l'année, l'inspection existe depuis l'année coloniale, l'époque coloniale. Dans le Lualaba? Dans les lois là-bas, oui. Parce qu'avant, nous sommes, je reviens à quelque chose, nous sommes une inspection urbaine. Mais au-dessus de nous, nous avons une inspection provinciale qui gère toute la province du Lualaba. Et personnellement, vous êtes ici depuis quand? Pour être franc, je crois que nous remontons à l'époque avant démembrement des provinces. L'inspection urbaine existe depuis avant le démembrement des nouvelles provinces. Des nouvelles provinces, donc vers les années 2015. Non, avant même ça, l'inspection du travail a toujours existé à Kolwezi. Mais seulement par rapport à la nouvelle configuration politique, c'est depuis, je crois, 4 ans en arrière, qu'on a scindé 3 ans, qu'il a plu aux autorités, pour autant que la province du Lualaba est passée une province. Il y a une inspection provinciale qui nous gère, et il y a nous, l'inspection urbaine. Nous sommes ici, il y a 3 ans que nous sommes ici. 3 ans que vous êtes là, il y a beaucoup de problèmes des travailleurs. Travailleurs dans la province du Lualaba, on a vécu les quelques cas, notamment les cas des mécontents des rois Chimaïnig, les mécontents des KCC, les mécontents des SICOMIN, les mécontents, pour en citer que c'est quelques entreprises. Et comment vous parvenez à régler ces problèmes? Est-ce que ces travailleurs ont quand même été assistés par vous, Inspection du travail? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Demander si les travailleurs ont été assistés, c'est notre rôle de les assister. Mais il se pose ici un problème par rapport à la procédure lorsque les revendications sont posées. Et c'est ça le réel problème que nous avons ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la plupart des cas, nous nous demandons, peut-être c'est par ignorance, dans la plupart des cas, les travailleurs qui revendiquent, lorsqu'ils quittent leur lieu de travail, ils préfèrent aller directement assiéger les bureaux des autorités. Ils préfèrent aller au gouvernorat, ils préfèrent aller à l'Assemblée provinciale, alors qu'il y a l'inspection du travail qui est en place ici. Et nous n'allons pas tellement condamner, nous disons c'est peut-être par ignorance, mais dire qu'il y a des problèmes qui n'ont jamais été... Les problèmes dans le monde du travail sont les gens. Et retenez que là où il y a des problèmes, et là où il y a des gens plutôt, les problèmes ne manquent jamais. Même au sein d'une famille, vous n'allez pas trouver un foyer qui vit au quotidien 365 jours sur 365 sans qu'il y ait des incompréhensions. Les problèmes ne manquent jamais. Le problème, c'est la procédure. Lorsqu'il y a un problème, comment faut-il revendiquer les problèmes? C'est là que se trouve le problème. Et vous faites quoi quand ces gens sont mécontents, par exemple, des mauvais traitements, ils jugent minimum le salaire, et puis malgré qu'ils violent un peu la procédure, là, ils se soulèvent. Quel est le rôle que vous jouez? Voilà, c'est une question pertinente et les téléspectateurs qui nous suivent. Je crois qu'il y a un problème. Tout commence par la procédure de l'engagement du travailleur
Donc de la sélection jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans l'entreprise. Que prévoit la loi en cette matière? Normalement, un travailleur qui devra être embauché dans telle ou telle autre entreprise, l'employeur lui présente le contrat de travail avant qu'il soit engagé. Et dans le contrat de travail, il y a beaucoup de clauses en rapport avec la rémunération qu'il va toucher, en rapport avec d'autres clauses, n'est-ce pas, qui lient. Et ici, nous devons ouvrir une parenthèse. Retenez que les contrats de travail qui sont signés entre parties revêtent un caractère synallagmatique. Ça signifie, c'est des contrats qui obligent les parties l'une de l'autre. Vous voyez. Mais nous avons des textes. Si vous permettez que je vous lise juste une portion d'un arrêté qui demande au travailleur, avant d'apposer sa signature sur le contrat, il doit lire tous les termes du contrat et dès lors qu'il en est convaincu, c'est alors qu'il signe. Mais la procédure, c'est quoi? Nous trouvons par moments des employeurs qui recrutent malencontreusement à ce que prévoit la procédure de l'État. Vous comprenez? Ils ramassent eux-mêmes les gens devant les barrières et ils les font entrer. Ce monsieur qui entre travailler, il n'a pas été informé sur les termes du contrat. Il ne connaît pas ce qu'il devait signer. Il est déjà au travail en train de prester. Et par moment, c'est quand il est payé qu'il se rend compte que ce qu'on m'a payé, ça ne rencontre pas mes attentes que j'avais. Vous voyez? Et ça pose des problèmes. Et vous voyez des gens qui vont commencer à respecter dans les entreprises et puis par après, ça arrive à l'implosion. Ce sont des grèves que nous avons. Donc, les travailleurs, avant d'être engagés dans une entreprise, je crois que vous auriez dû aussi me poser la procédure pour engager un travailleur. Parce que nous devons éclairer l'opinion par rapport à ça. Donc, on va y arriver. D'accord. Donc, le travailleur qui est embauché, il doit signer un contrat avant d'être embauché. Il signe un contrat. Et sur le contrat, il y a le salaire qu'il doit toucher. Et on n'oblige pas la personne forcément à signer le contrat. Voilà pourquoi j'ai voulu vous lire un arrêté. Oui. Il y a un arrêté, si vous permettez, je mets un peu mes lunettes. Ok. Il y a l'arrêté ici. Accordez-moi. Voilà, c'est cet arrêté ici, je m'excuse. Arrêté ministériel numéro 062, bar CAB, bar VPM, bar ETPS, bar 2011. C'est un arrêté de 2011 qui fixe la forme et la preuve, la preuve et le visa du contrat de travail. Que dit cet arrêté en son article 6? Nul ne peut être contraint d'une manière ou d'une autre à apposer sa signature ou son empreinte digitale sur un contrat dont le contenu ne reflète pas son assentiment. L'arrêté prévoit ça. On force pas. Donc, quand vous devez signer un contrat, vous n'êtes pas obligé de signer sur un contrat qui ne rencontre pas votre assentiment. Parce que sur le contrat, il y a les renseignements en rapport avec le salaire, la catégorie et les autres renseignements. Je prends un exemple des ex-agents des KCC. Selon eux, ils ont été engagés en bonne et due forme. À un moment, l'entreprise leur demande d'aller d'abord à la maison. On devrait aménager les unes. Et quand ils sont partis, on a engagé d'autres personnes. C'est un genre de problème, de situation, parce qu'ils étaient aussi ici chez vous. Comment ça s'est passé? Ce genre de dossier, comment vous les traitez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous ai dit que ici, à l'inspection par rapport au démembrement, nous sommes ici urbains. Ici, c'est à partir de 2021 que nous sommes ici. Mais la question que vous me posez, parce que nous devons y répondre, c'est une question que vous avez posée. Vous-même, vous avez fait allusion, c'est depuis 2015 que ce cas est arrivé. En son temps, il y avait l'inspection urbaine qui a géré ces dossiers. Je m'explique. Parce que je venais de recevoir encore les dossiers en rapport avec les revendications des travailleurs qui ont été
mis à l'écart, mais pas mis, qui avaient souscrit, parce que j'ai un dossier ici avec moi, des plaintes, de leurs plaintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais un peu un résumé, un bref résumé. En 2015, KCC, avec ses travailleurs, ont procédé à une séparation qu'ils ont même qualifiée de commun accord. Il y avait un problème, il fallait construire les usines, construire d'autres usines. Alors KCC, en ce moment-là, se trouve en difficulté. Au lieu de garder les travailleurs, ils ont fait une séparation de commun accord avec les travailleurs. Parce que si je vous dis ça, j'ai reçu devant moi ici, il y a, je crois, une semaine et demie ou deux, j'ai reçu devant moi KCC et les travailleurs représentés par leurs avocats. Je les ai reçus dans mon bureau. Ce que je vous relate, c'est ce qui m'a été. Donc KCC, de commun accord avec les travailleurs, ils se séparent de commun accord. Et selon KCC, parce qu'il y a quelques preuves qu'il m'a brandies, les travailleurs ont signé délibérément, eux-mêmes, une séparation de commun accord avec KCC. Ils ont demandé, ils ont déposé leur lettre de séparation de commun accord auprès de l'employeur. L'employeur a payé le décompte en son temps, ça date de 2015. Selon KCC. Selon KCC. Oui. Même j'ai reçu l'avocat des travailleurs et quelques travailleurs ici. Ils ont reconnu? Oui, j'ai reçu. Mais j'y vais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait les calculs, KCC en son temps a fait les calculs. Les travailleurs ont été payés, d'ailleurs avec quelques mois. En dehors du décompte final, ils ont été payés, je crois, 6 mois, comme nous allons qualifier ça comme indemnité de sortie, quelque chose comme ça. Et les travailleurs ont perçu ça. Je ne connais pas les termes qui avaient été mentionnés dans le contrat quand ils se sont séparés. Mais KCC m'a dit de tenir les preuves. Et les travailleurs sont partis. Mais en son temps-là, il y avait une ONG qui avait récupéré les dossiers, qui avait saisi l'inspection du travail en son temps. Et cette ONG, c'était donc un conflit collectif. Ça a été arbitré devant l'inspecteur en son temps. Et l'inspecteur avait bien fait son travail. Il avait constaté la non-conciliation et il avait transmis aux autorités en son temps pour que les autorités en son temps puissent monter une commission de médiation pour régler cette histoire. Bon, la suite, je n'en sais pas grand-chose. Mais j'ai été, moi, surpris il y a 2 semaines d'être... C'est au mois de décembre que nous avons été saisis avec tout ce qu'il y a eu, c'était la période électorale. Mais il y a 2 semaines que les partis ont comparu devant nous. Je les ai entendus. L'avocat des travailleurs a dit non, ça paraissait être un licenciement voilé. Ça, c'est l'avocat qui a dit. C'était un licenciement voilé. Licenciement voilé. Des travailleurs. Voilé, licenciement voilé. C'est l'avocat qui a dit ça. Oui. C'était un licenciement massif dissimulé. Alors, KCC a dit non, je les ai reçus devant moi. KCC a dit chacun avait souscrit individuellement, sans une quelconque pression. Ils avaient écrit des lettres pour le départ volontaire. Chaque travailleur avait écrit. Et c'est au vu des lettres-là que nous avons calculé le décompte final. Ça a été fait, on m'a montré quelques preuves des calculs qui ont été faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai demandé, d'une part, l'avocat fustige que c'était un licenciement voilé. Est-ce que vous avez recueilli en son temps l'autorisation du ministre ayant l'emploi, le travail pour faire partir les agents? KCC a dit, nous n'avons fait partir personne. Nous avons des correspondances de travailleurs qui avaient eux-mêmes écrit pour demander une séparation des communs accords. Et donc, nous n'avons licencié personne. Nous sommes à ce niveau. Les 2 parties ne se sont pas conciliées par devant nous. Et ils nous ont promis de nous amener chacune sa position définitive. Je crois que KCC a mené sa position. Il maintient toujours sa position. Mais nous attendons l'avocat des travailleurs qui doit nous amener aussi sa position. Et ici, c'est un cas de litige individuel du travail, je le souligne. C'est un cas de litige, nous avons été saisis comme un cas de litige individuel, donc travailleur cas par cas. Mais l'autre fois, c'était un cas, c'est l'ONG qui avait saisi l'inspection, c'était un litige, un conflit collectif. Et l'inspecteur avait bien fait son travail en son temps. Mais pour le cas de litige individuel du travail,
KCC dit, moi je n'ai jamais été invité pour le cas d'un litige individuel du travail. Je reconnais être invité pour le cas du conflit collectif. Et en son temps, il y a des PV que les partis détiennent, je crois. Ils en ont, parce que KCC m'a montré la preuve du PV qui a été fait en son temps par bien fait. Alors, donc nous attendons les déclarations. KCC a déposé, j'entends l'avocat des travailleurs, et nous allons constater la non-conciliation et la partie qui se sent lésée va saisir le tribunal du travail. Monsieur l'inspecteur, merci de nous avoir éclairé d'abord sur ces dossiers KCC, agent, ex-agent KCC de 2015. On peut parler de la procédure des embauches. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a un arrêté qui parle sur la procédure d'embauche. Qu'est-ce qu'elle prévoit le texte en matière d'embauche? Et ça, nous aimerions que les acteurs du monde du travail qui nous suivent en face puissent retenir ça une fois pour toutes. Normalement, un employeur qui a des postes vacants dans son entreprise, il écrit une lettre, comme nous appelons offre d'emploi. Il notifie à l'ONEM, l'Office national de l'emploi, qu'il a des postes vacants en son sein. Et l'Office national de l'emploi, c'est une structure étatique qui a pour mission, n'est-ce pas, de réguler le marché de l'emploi en République démocratique du Congo. C'est ça même sa mission. Et l'ONM qui a une banque de données sur tous ceux-là qui se sentent être, tous ceux-là qui n'ont pas de l'emploi, ils doivent procéder à écrire leurs demandes au niveau de l'ONEM. Les demandes se font, c'est par les cartes de demandeurs d'emploi. Donc ils vont aller s'enregistrer auprès de l'ONEM. Et l'ONEM délivre ce que nous appelons les cartes de demandeurs d'emploi. Ça veut dire que tous les chômeurs qui sont en quête de travail sont identifiés, statistiqués même par l'Office national de l'emploi. De telle sorte que l'employeur qui a des vacances écrit à l'ONEM. Et l'employeur ayant une banque de données dans beaucoup de filières, dans beaucoup de domaines, procède, lorsqu'il y a demande, à puiser dans sa banque de données. Il voit qu'est-ce que l'employeur a besoin. Les ingénieurs, les mécaniciens de ceci. L'ONEM a suffisamment de données par rapport avec ça. L'ONEM puise dans sa banque de données. En collaboration avec l'INPP et l'employeur, on fait passer le test. Vous comprenez? On fait passer le test. À telle enseigne que les employeurs qui ont des postes vacants doivent notifier à l'ONEM. Et l'ONEM puise dans sa banque de données, en collaboration avec l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. C'est une structure de l'État aussi. Ils font passer le test par rapport au critérium qui a été arrêté par les entreprises par rapport au poste vacant. Avec l'INPP, ils font passer le test sous le regardant de l'employeur. Ceux qui ont réussi au test sont offerts, n'est-ce pas, à l'employeur pour être engagés. Et ces gens-là qui ont réussi au test, ils ont détenu des cartes de demandeurs d'emploi, ils sont maintenant mis à la disposition de l'employeur. L'employeur les prend et il les place chacun à son poste de travail. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, et ça c'est un constat amer. Je crois que vous conviendrez avec moi, vous avez plusieurs fois sillonné quelques entreprises, vous trouvez des attroupements devant des barrières de certaines entreprises. Et les gens recrutent comme ça, d'une manière aléatoire, telle personne entrée, telle personne entrée. Ça, c'est une manière qui n'est pas proscrite par qui n'est pas indiquée par là. Mais pourquoi ces entreprises-là ne sont pas sanctionnées? Mais lorsqu'ils déposent les offres d'emploi à l'ONEM, l'inspection, nous contrôlons le travail. Quand nous allons contrôler le travail, nous demandons, est-ce que vous avez donné les offres d'emploi? Nous contrôlons les offres d'emploi. Mais par rapport aux sanctions, je vous ai dit que le rôle de l'inspecteur du travail, il est aussi de constater. Il y a des sanctions que nous
nous infligeons à l'endroit de certains employeurs et nous transmettons soit à la DGRAD pour que le recouvrement puisse s'en suivre. Parce qu'on parle ici de travail, ça intéresse beaucoup la population du Lualaba et victime peut-être des chômages, ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, oui. Nous voyons dans des réseaux, il y a des entreprises qui procèdent à l'appel d'offres, par exemple, à travers les réseaux sociaux. Ils envoient les liens, tout ça. Pourquoi qu'est-ce que ces entreprises le font alors que la procédure est claire? J'aimerais d'entrée de jeu vous dire que il y a des entreprises qui respectent cette procédure. Des grandes entreprises ici, nous pouvons vous citer, qui envoient leurs offres à l'ONEM. Je crois que si vous passez à l'ONEM, il y a quand même une catégorie d'entreprises ici qui envoient leurs offres d'emploi à l'ONEM. Et on donne les travaux par connaissance. Ça, où est le problème de l'inspecteur là-bas? Voilà. Monsieur l'inspecteur, on va pouvoir rencontrer aussi celui ou celle qui chapeaute l'ONEM dans la province du Lualaba. Avec elle ou lui, on va parler autour de l'ONEM, son travail. Vous avez vous-même donné déjà la différence ici entre l'inspection du travail et les tribunaux de travail, parce que quand vous avez des dossiers ici, vous transférez au niveau du tribunal et le tribunal va prendre ses décisions. Alors, depuis que vous êtes là, ici à l'inspection du travail, comment vous évaluez d'abord le travail abattu? S'évaluer nous-mêmes, ça serait trop dire. Je pense que l'évaluation devrait provenir des gens que nous avons reçus ici. On a reçu beaucoup de gens. Dans ces bureaux ici, il y a des dossiers qui ont été conciliés. Je parle de litiges, de travail. Il y a des travailleurs qui sont venus se plaindre ici et qui ont été payés, qui ont eu leur décompte payé ici. Mais il y en a aussi d'autres qui ne se sont pas conciliés avec leurs employeurs. Retenez que le rôle de l'inspecteur du travail ici, c'est de procéder aux échanges de vues en vue de concilier les parties. Il y en a qui se sont conciliés, les paiements ont été faits, et ceux-là qui ne se sont pas conciliés plutôt, nous avons dressé les procès-verbaux de non-conciliation et les parties les plus diligentes sont à même d'aller saisir les tribunaux du travail. Et il y avait élection des comités des syndicalistes dans la province du Lualaba. Comment ça s'était passé d'abord ces élections et comment vous appréciez le travail de ces nouveaux comités dans des entreprises? C'est une question pertinente, monsieur le journaliste. Elle revient toujours, cette question-là. Il y a d'autres qui m'ont posé encore cette question. C'est vrai que l'année qui vient de se terminer, l'année 2023, départ l'arrêté 086 du mois de février de l'année 2023, notre ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, sous impulsion du gouvernement, a décrété l'année qui vient de se terminer une année des élections syndicales. Il y a des entreprises qui ont répondu en organisant les élections syndicales. Nous saluons ces entreprises-là parce que retenez que c'est pour le besoin de la paix sociale que le gouvernement a décrété cette année une année des élections syndicales. Les élections syndicales, c'est pour besoin de la paix sociale que cela a été décrété. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas organisé les élections syndicales. Et ces entreprises-là, par moments, créent des problèmes. C'est là que vous trouvez, au lieu qu'ils fassent les élections syndicales, mais ils sont en train de tourner en rond. Ils ne veulent pas organiser. Alors qu'il y a des travailleurs qui ont besoin que leurs conditions de travail puissent être améliorées. Les conditions de travail peuvent être améliorées dans quelle mesure? C'est lorsqu'il y a une délégation syndicale qui négocie avec l'employeur une bonne convention collective. Vous comprenez? C'est là le problème. Il y a des employeurs qui ne veulent pas organiser les élections syndicales et quand il y a des grèves,
ils veulent courir vers les autorités. Mais alors que les autorités ont décrété l'année qui vient de terminer une année des élections syndicales, nous faisons appel à ces entreprises qui n'ont pas organisé les élections syndicales. Les autorités ont besoin qu'il y ait la paix sociale dans le monde du travail. Qu'ils puissent profiter pour encore organiser le plus rapidement possible les élections syndicales. Nous avons besoin de la paix sociale. À votre niveau, il n'y a pas de sanctions pour ces employeurs? Non, mais nous sanctionnons. Mais il y a ceux-là qui tardent et vous êtes là. Mais je ne voudrais pas vous dire qu'il y a, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours là, un employeur a fustigé le fait que nous avons sanctionné et le procès verbal est même à la DGRAD là-bas pour avoir constaté qu'il n'a pas été en règle en rapport avec cette procédure. Nous sanctionnons, nous vous avons, n'est-ce pas, énuméré le rôle de l'inspecteur du travail. Il y a un temps pour conseiller, c'est ce que les gens doivent retenir. Il y a un temps pour conseiller, mais il y a un temps aussi pour sanctionner. Même la Bible le dit. Quand Jésus devait s'en aller au ciel, il avait dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est que nous voudrions qu'il y ait la paix dans les entreprises. Et la paix ne peut être installée que par le dialogue social dans les entreprises. Et il n'y a pas de dialogue social sans organisation des élections, parce que les organes attitrés pour négocier avec l'employeur, ce sont les délégations syndicales accompagnées de leurs encadreurs potentiels qui sont les maisons syndicales. Sans cela, il n'y a pas de paix sociale dans les entreprises. C'est elles qui sont censées négocier les très bonnes conditions de travail de nos compatriotes qui sont en train d'œuvrer dans les entreprises. L'inspecteur, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est quoi les messages que vous avez adressés à tous les travailleurs de la province du Lualaba, donc de la ville d'Ekolozi, parce que vous êtes une inspection urbaine, mais également aux employeurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord pour le temps que vous avez voulu nous rencontrer pour que nous puissions nous exprimer devant votre micro. Le message, c'est le message de paix. Ce que nous demandons aux uns et aux autres, je veux dire, aux travailleurs et aux employeurs, lorsqu'il y a un problème qui se pose, la voie par excellence qui est indiquée par les textes légaux, c'est le dialogue social. Nous devons installer le dialogue social dans les entreprises. Voilà pourquoi nous saisissons aussi de cette occasion pour demander aux employeurs qui n'ont pas organisé les élections de saisir la balle au bon, d'organiser les élections syndicales. Et c'est par les délégations élues qu'ils peuvent, n'est-ce pas, arriver à négocier de bonnes conventions collectives pour qu'il y ait la paix sociale dans les entreprises. Je vous remercie.